15 juillet 2023, 04h32 du matin. Température extérieure, 28 degrés. Une chaleur moite qui collait le survêtement à la peau. Ça sentait la poudre, le sang chaud et l'ozone piquant des airbags qui avaient explosé. L'Audi RS6N était plus qu'une carcasse fumante. Un amas de tôle froissée sous la lumière crue des projecteurs. Mon pote, Karim, avait le regard vide, fixé sur un point que lui seul pouvait voir, le pare-brise constellé de son propre sang. Ce matin-là, sur l'autoroute A7, on n'a pas été arrêté. On a signé notre arrêt de mort. Écoutez-moi bien, et écoutez vite. Ils vont essayer de faire sauter cette vidéo, de la censurer comme ils disent. La justice veut que je la ferme, que cette histoire reste un simple fait divers, un dossier classé, refus d'obtempérer. Alors si tu veux connaître la vérité, la vraie, sur ce qui s'est passé cette nuit-là au péage de Lançon-Provence, abonne-toi, like et surtout, partage. C'est la seule assurance vie qu'il me reste, la seule garantie que leur version ne sera pas la seule. T'es encore là? Bien. Alors accroche-toi à ton siège, parce que je ne vais rien te cacher. Oublie les reportages de BFM TV, oublie les communiqués de presse de la préfecture. Je vais te ramener 2 heures avant le massacre. 2 heures avant, quand on était encore les rois du pétrole, les princes de Marseille, intouchables à bord de notre vaisseau de guerre allemand. On était les fantômes de l'autoroute, et on ne savait pas encore qu'on roulait tout droit vers l'enfer. Notre équipe, C, était le summum de la Hagra. On était 4 voitures en tout, mais le cœur du convoi, C, était nous, Karim et moi. Lui, C, était la tête brûlée, le mec qui avait la calage facile. Moi, Yanis, on m'appelait le fantôme. Pourquoi? Parce que je connaissais chaque virage, chaque sortie, chaque piège de la 7. Mes mains sur le volant de la RS6, ça a été comme celle d'un chirurgien. On se sentait invincible, protégé par la réputation de la DZ Mafia. On filait à 220 km/h sur le ruban d'asphalte désert. Les lumières du tableau de bord se reflétaient dans nos yeux. Dans les enceintes, du SCH à fond, les basses faisaient vibrer la carrosserie. On venait de charger 150 kilos de shit, de la pure résine tout droit venue d'Espagne. C était notre 10e Go Fast réussi, une routine presque ennuyeuse. La prime promise par les boss de la DZ était énorme, de quoi nous mettre à l'abri pour 1 an. L'arrogance, C était notre carburant, plus que l'essence qui alimentait le V8 biturbo. On se moquait des radars, des contrôles de police classiques. On savait que la BAC, avec leur Peugeot 3008, ne pourrait jamais nous suivre. On était des seigneurs sur notre territoire. L'autoroute du soleil nous appartenait. Chaque péage franchi, chaque voiture de keuf qu'on laissait sur place renforçait ce sentiment de toute puissance. On est intouchable, frère, répétait Karim en tapant sur la boîte à gants. On portait l'uniforme de notre succès, survêtement du Paris Saint-Germain, le modèle noir et or, celui des champions. Sacoche Gucci en bandoulière pour le style, et aux pieds des paires de Nick TN requins d'un blanc immaculé. Des chaussures qui ne devaient jamais toucher autre chose que l'accélérateur ou le sol propre d'une villa. C était plus que des vêtements. C était une déclaration. On n'était plus dans la S. On avait réussi. On avait charbonné pour ça. La hiérarchie était simple. Les grands cars de la DZ Mafia donnèrent les ordres. Nous, on exécutait. On était les soldats les mieux payés, les plus respectés, parce qu'on ne ramenait jamais de pertes. Chaque convoi était une victoire. Une humiliation de plus pour El État. On se voyait comme des résistants modernes, des entrepreneurs qui avaient choisi leur propre voie. On avait oublié une règle de base. Dans la rue, la roue tourne toujours, et elle finit toujours par t'écraser. Cette nuit-là, l'air était électrique. La canicule rendait l'atmosphère lourde, presque suffocante. On sentait l'odeur du goudron chaud qui montait de la route. Karim avait baissé sa fenêtre. Le vent s'engouffrait dans l'habitacle, mélangeant l'odeur de la clim avec celle de la garrigue. C était une nuit parfaite, trop parfaite, le calme avant la tempête, mais on était trop aveuglés par notre propre ego pour le voir. On fonçait vers le piège la tête haute. Et puis, au loin, je l'ai vu. Une simple lueur bleue clignotante, presque perdue dans l'immensité de la nuit. Un gyrophare, un seul, un barrage léger, à peine quelques plots en plastique orange et un unique véhicule garé sur la bande d'arrêt d'urgence. J'ai senti Karim se détendre à côté de moi. Un petit rire a secoué ses épaules. C était presque une insulte, une blague de mauvais goût de la part des forces de l'ordre. On s'attendait à mieux. Miskin, ils ont sorti la BAC du village ou quoi?
a-t-il lâché en secouant la tête. Regarde-moi ça. Un seul Schmitt. Ça va être facile. On va même pas s'arrêter. Dans ma tête, le plan était déjà tracé, une routine bien huilée, ralentir un peu pour donner le change, puis un violent coup de volant à droite pour emprunter la voie de service du péage, et enfin, remettre les gaz pour disparaître avant qu'il n'ait eu le temps de noter notre plaque. J'ai commencé à décélérer, passant de 220 à 120, puis 100. La RS6 ronronnait, prête à bondir. Je voyais la scène se préciser. Un gendarme, seul, debout à côté de sa Peugeot 5008 banalisée. Il nous faisait signe de la main, avec une vieille lampe torche qui semblait à bout de souffle. Il avait l'air fatigué, le képi un peu de travers, le gilet pare-balles standard, l'archétype du fonctionnaire qui voulait juste finir sa nuit sans histoire. Le plan était simple, presque trop simple. On n'allait même pas s'amuser. On frôle le péage sur la voie d'urgence. On lui fait un doigt d'honneur au passage pour la forme. Et on disparaît dans la nuit. Était une procédure standard pour nous, une démonstration de force pour leur rappeler qui commandait sur cette autoroute. On fonce, oublie-le, a confirmé Karim, comme s'il lisait dans mes pensées. Il a même commencé à chercher une nouvelle musique sur son téléphone. Nos scooters ouvreurs, 2 T-Max qui nous précédaient de quelques kilomètres, nous avaient prévenus par message crypté, contrôle léger au péage. Un seul véhicule. Était une information rassurante, une confirmation que la soirée se déroulerait sans accroc. Le piège, c'est qu'on pensait que le piège était pour eux, les forces de l'ordre. On allait les humilier une fois de plus, une histoire de plus à raconter en rigolant le lendemain à la cité. Pourtant, en m'approchant, un détail a commencé à me perturber. Un tout petit détail, mais il s'est planté dans mon cerveau comme une écharde. Le gendarme, sa posture. Il était trop calme. Il n'avait pas l'air stressé ou effrayé par notre arrivée. Il se tenait là, presque immobile, son regard fixé sur nous à travers le pare-brise. Ce haine n'était pas de la lassitude que je voyais dans ses yeux, mais autre chose, une sorte d'attente. Je me rapprochais, maintenant à 80 km/h. La procédure dans nos têtes était claire. Forcer le passage sans hésitation. Était la signature de la DZ Mafia, la Agra al-État pur. Mais quelque chose clochait. Je le sentais dans mes tripes. Le gendarme ne bougeait pas d'un centimètre. Il ne se préparait pas à nous éviter. Il ne reculait pas. Il nous fixait, et son calme était anormal, presque glacial, comme celui d'un serpent avant de mordre sa proie. L'air dans la voiture est devenu lourd. La musique de SCH semblait soudainement inappropriée. J'ai senti une goutte de sueur couler le long de ma tempe. Karim, lui, n'avait rien remarqué. L'arrogance est une drogue puissante qui vous rend sourd et aveugle. Il était encore dans son rôle de caïd intouchable, agacé par mon hésitation. Il ne comprenait pas pourquoi je ne réaccélérais pas pour en finir. Qu'est-ce qu'il attend, ce Schmitt? Il veut un autographe? A-t-il grommelé à côté de moi. Accélère, Yanis. On va pas passer la nuit ici pour ce clown. Sa voix était pleine de mépris. Mais moi, je ne pouvais pas détacher mes yeux de cet homme. Son regard, ce n'était pas le regard d'un flic qui a peur, ni celui d'un fonctionnaire blasé. Était un regard de chasseur, un regard qui vous évalue, qui calcule, qui attend le moment parfait. Pour la toute première fois de ma vie de voyou, j'ai eu un doute, un vrai. J'ai senti la mort. Ce n'était pas une pensée rationnelle, c'était une certitude physique, un frisson qui a parcouru mon échine et a glacé mon sang. J'ai eu l'impression de voir notre propre fin dans ses pupilles. J'ai effleuré la pédale de frein, une fraction de seconde, un réflexe de survie que mon cerveau, conditionné par des années de go fast, a immédiatement réprimé. Karim a senti mon hésitation. Énervement a pris le dessus. Il pensait que j'avais peur, que je perdais mes moyens face à un simple gendarme. Pour lui, était une humiliation. Il devait reprendre le contrôle, montrer qui était le patron. C'est là qu'il a commis l'erreur fatale. Il s'est penché pour attraper la calache qui était posée à ses pieds, entre ses jambes. « T'inquiète, je vais le faire bouger, moi, ce fils de pute !» a-t-il soufflé, le visage déformé par la rage. Il a baissé la vitre passager dans un sifflement électrique et a sorti le canon de l'arme. Il ne voulait pas tirer, juste faire peur, juste pour le geste, pour la Agra. Mais il venait de donner le signal. Il venait d'ouvrir les portes de l'enfer sans même le savoir. Était le prétexte qu'ils attendaient. Ce qui a suivi ne peut pas être décrit avec des mots normaux. Ce n'était pas une fusillade. Était une exécution chirurgicale.
La réaction n'a pas été instantanée. Elle a été fulgurante, comme si le temps lui-même était accéléré. Le gendarme ne s'est pas jeté au sol, il n'a pas crié. Il a pivoté sur lui-même avec une fluidité militaire, inhumaine. Son fusil d'assaut HK416 déjà calé contre son épaule, avant même que j'aie pu comprendre ce qui se passait. En une fraction de seconde, la nuit est devenue jour. Des projecteurs d'une puissance inouïe, cachés tout autour de nous, se sont allumés simultanément, nous aveuglant complètement. J était face à un mur de lumière blanche, incapable de voir quoi que ce soit. Au même instant, j'ai entendu 2 détonations sèches, précises, comme des coups de fouet. Ce n'était pas une rafale, c'étaient des tirs ciblés. Les 2 pneus avant de l'Audi ont explosé, la voiture a perdu toute direction. Immédiatement après, une rafale a traversé le pare-brise. Pas une rafale de panique, mais 3 balles, parfaitement groupées. J'ai entendu un bruit sourd à côté de moi. J'ai tourné la tête. Karim était affalé sur son siège, la tête basculée en arrière, un trou net au milieu du front. Il n'a pas eu le temps de crier. Ça n'a pas le temps de comprendre. Il était mort sur le coup. La calache lui a glissé des mains. Le moteur a été touché, lui aussi, perforé par d'autres tirs qui venaient de l'obscurité. Il a toussé une dernière fois avant de se taire. La voiture, devenue incontrôlable, a fini sa course en crissant contre la barrière de sécurité du péage. Le silence qui a suivi était assourdissant, seulement brisé par le sifflement dans mes oreilles et le bruit du métal qui se refroidissait. Le choc était total. Mon cerveau refusait d'analyser la situation. C'est là que je les ai vus. Des ombres noires, surgissant de nulle part. Ils n'ont pas couru. Ils se sont déplacés avec une efficacité terrifiante, comme des prédateurs. Équipés de la tête aux pieds, casque, lunettes de vision nocturne, armes pointées sur moi. Ils ne criaient pas d'ordre. Était le silence et l'efficacité pure. J'ai compris. Ce N n'était pas un contrôle de gendarmerie. Était une souricière. Et nous étions les rats. Une portière s'est ouverte violemment. Une main gantée m'a attrapé par le col de mon survêtement et m'a arraché de mon siège avec une force que je n'aurais jamais cru possible. J'ai été projeté sur le goudron chaud, le souffle coupé. De prédateur tout-puissant de l'autoroute, J était devenu une simple prise, une marionnette désarticulée entre les mains de vrais professionnels. La Agra avait changé de camp, et elle était absolue. Mon monde s'est effondré en moins de 10 secondes. 10 secondes pour passer de roi du monde à moins que rien. Le combat n'avait même pas eu lieu. Était une neutralisation, un terme clinique et froid. Karim était mort. Le convoi était intercepté, et moi. J'y étais plaqué au sol, une botte lourde appuyée sur ma nuque, le visage écrasé contre l'asphalte brûlant qui sentait l'huile et la poudre. L'humiliation était totale, physique, définitive. J'entendais des conversations radio, mais ce N n'était pas le charabia paniqué des flics de la BAC. C'étaient des phrases courtes, calmes, professionnelles. Cible 1, neutralisé. Cible 2, appréhendé. Véhicule sécurisé. Ils parlaient de nous comme de simples objectifs sur un écran de jeu vidéo. Il n'y avait aucune émotion dans leur voix, juste le compte-rendu d'un travail bien fait. J était la cible 2, un numéro. Quelques minutes plus tard, le spectacle a commencé. Les sirènes hurlantes, les gyrophares qui balayèrent la scène. La police nationale et la BAC sont arrivées en force pour faire le travail de seconde main, celui des photos et des périmètres de sécurité. Le contraste était saisissant. Le chaos organisé et bruyant de la police traditionnelle face à la maîtrise silencieuse et absolue de ceux qui m'avaient arrêté. J'ai compris la différence entre un soldat et un guerrier. On m'a relevé, passé les menottes si violemment que mes poignets ont craqué. En me traînant vers une de leurs voitures, j'ai vu mon reflet dans une flaque d'huile. Mon survêtement PSG doré était déchiré et sale. Ma sacoche Gucci pendait lamentablement. Et mes TN blanches immaculées étaient maculées de poussière, de sang et de honte. Tout ce qui définissait notre statut, notre fierté, gisait en ruine sur le bitume de la 7. Pendant mon transfert, j'ai croisé le regard du premier gendarme, celui qui était seul au barrage. Il avait enlevé son casque. Il avait la quarantaine, des yeux gris et fatigués. Il m'a regardé sans haine, sans joie, sans rien. Juste un regard vide, celui d'un homme qui a vu bien pire et qui rentrait simplement chez lui après une longue journée de travail. Pour lui, nous n'étions qu'un incident de plus, une simple formalité. Le procès a été une farce, refus d'obtempérer, tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique,
trafic de stupéfiants en bande organisée. Mon avocat a essayé de plaider la panique, la jeunesse. Mais les preuves étaient là, accablantes. L'arme de Karim, les 150 kilos de drogue. La version officielle était propre. Une intervention de gendarmerie qui avait mal tourné. Le mot GIGN n'a jamais été prononcé. Secret défense. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je te parle depuis le parloir des Baumettes, à Marseille. La lumière est blafarde. L'air sent le désinfectant et le désespoir. La DZ Mafia m'a complètement oublié. Pire, pour eux, je suis un Pouki, un survivant qui a forcément parlé pour sauver sa peau. Dans le milieu, survivre à une telle opération est une preuve de trahison. J'ai tout perdu. Ma liberté, mes amis, mon honneur, j'ai pris 15 ans ferme. 15 ans pour payer une erreur de jugement qui a duré à peine 30 secondes. 15 ans pour repenser à ce gendarme au regard de chasseur. Je le revois toutes les nuits. Je comprends maintenant. On se croyait des loups parce qu'on faisait peur aux moutons, aux petits délinquants, aux flics de base. On pensait être au sommet de la chaîne alimentaire de la rue, les prédateurs ultimes. Mais cette nuit-là, on est tombé sur les vrais bergers, ceux qui protègent le troupeau, mais qui sont aussi et surtout les prédateurs des loups. On a appris à nos dépens la leçon la plus dure du grand jeu de la vie et de la mort. Dans ce jeu, il y a toujours un plus gros, un plus fort, un plus intelligent prédateur que toi. Et quand tu le rencontres, il ne te reste plus qu'à prier. Mon visage, tu le vois maintenant. Il n'est plus celui du jeune frimeur de 24 ans. Il est fatigué, marqué par la prison et les regrets. Je ne cherche pas ta pitié, juste que tu comprennes. L'arrogance est un poison. Elle te fait croire que tu es invincible, jusqu'au jour où tu te retrouves face à quelqu'un qui l'est vraiment. Et ce jour-là, la chute est brutale. Tu aurais fait quoi à ma place? Ne réponds pas. La question est un piège, comme ce barrage sur la 7. 15 juillet 2023, 04h32 du matin. Température extérieure, 28 degrés, une chaleur moite qui collait le survêtement à la peau. Ça sentait la poudre, le sang chaud et l'ozone piquant des airbags qui avaient explosé. L'Audi RS6N était plus qu'une carcasse fumante, un amas de tôle froissé sous la lumière crue des projecteurs. Mon pote, Karim, avait le regard vide, fixé sur un point que lui seul pouvait voir, le pare-brise constellé de son propre sang. Ce matin-là, sur l'autoroute A7, on n'a pas été arrêté. On a signé notre arrêt de mort. Écoutez-moi bien, et écoutez vite. Ils vont essayer de faire sauter cette vidéo, de la censurer comme ils disent. La justice veut que je la ferme, que cette histoire reste un simple fait divers, un dossier classé, refus d'obtempérer. Alors si tu veux connaître la vérité, la vraie, sur ce qui s'est passé cette nuit-là au péage de Lançon-Provence, abonne-toi, like et surtout partage. C'est la seule assurance vie qu'il me reste, la seule garantie que leur version ne sera pas la seule. T'es encore là? Bien. Alors accroche-toi à ton siège, parce que je ne vais rien te cacher. Oublie les reportages de BFM TV, oublie les communiqués de presse de la préfecture. Je vais te ramener 2 heures avant le massacre. 2 heures avant, quand on était encore les rois du pétrole, les princes de Marseille, intouchables à bord de notre vaisseau de guerre allemand. On était les fantômes de l'autoroute et on ne savait pas encore qu'on roulait tout droit vers l'enfer. Notre équipe, C, était le summum de la Agra. On était 4 voitures en tout, mais le cœur du convoi C était nous, Karim et moi. Lui, C, était la tête brûlée, le mec qui avait la calache facile. Moi, Yanis, on m'appelait le fantôme. Pourquoi? Parce que je connaissais chaque virage, chaque sortie, chaque piège de la 7. Mes mains sur le volant de la RS6, C, étaient comme celles d'un chirurgien. On se sentait invincible, protégé par la réputation de la DZ Mafia. On filait à 220 km/h sur le ruban d'asphalte désert. Les lumières du tableau de bord se reflétaient dans nos yeux. Dans les enceintes, du SCH à fond, les basses faisaient vibrer la carrosserie. On venait de charger 150 kilos de shit, de la pure résine tout droit venue d'Espagne. C'était notre 10e Go Fast réussi, une routine presque ennuyeuse. La prime promise par les boss de la DZ était énorme, de quoi nous mettre à l'abri pour 1 an. L'arrogance, c'était notre carburant, plus que l'essence qui alimentait le V8 biturbo. On se moquait des radars, des contrôles de police classiques. On savait que la BAC, avec leur Peugeot 3008, ne pourrait jamais nous suivre. On était des seigneurs sur notre territoire. L'autoroute du soleil nous appartenait. Chaque péage franchi,
Chaque voiture de keuf qu'on laissait sur place renforçait ce sentiment de toute puissance. On est intouchable, frère, répétait Karim en tapant sur la boîte à gants. On portait l'uniforme de notre succès. Survêtement du Paris Saint-Germain, le modèle noir et or, celui des champions. Sacoche Gucci en bandoulière pour le style et aux pieds des paires de Nike TN requins d'un blanc immaculé. Des chaussures qui ne devaient jamais toucher autre chose que l'accélérateur ou le sol propre d'une villa. C était plus que des vêtements. C était une déclaration. N était plus dans la S. On avait réussi, on avait charbonné pour ça. La hiérarchie était simple. Les grands de la DZ Mafia donnèrent les ordres. Nous, on exécutait. On était les soldats les mieux payés, les plus respectés, parce qu'on ne ramenait jamais de pertes. Chaque convoi était une victoire, une humiliation de plus pour l'État. On se voyait comme des résistants modernes, des entrepreneurs qui avaient choisi leur propre voie. On avait oublié une règle de base. Dans la roue tourne toujours, et elle finit toujours par t'écraser. Cette nuit-là, l'air était électrique. La canicule rendait l'atmosphère lourde, presque suffocante. On sentait l'odeur du goudron chaud qui montait de la route. Karim avait baissé sa fenêtre. Le vent s'engouffrait dans l'habitacle, mélangeant l'odeur de la clim avec celle de la garrigue. Était une nuit parfaite, trop parfaite. Le calme avant la tempête, mais on était trop aveuglés par notre propre ego pour le voir. On fonçait vers le piège la tête haute. Et puis, au loin, je l'ai vu. Une simple lueur bleue clignotante, presque perdue dans l'immensité de la nuit. Un gyrophare, un seul, un barrage léger, à peine quelques plots en plastique orange et un unique véhicule garé sur la bande d'arrêt d'urgence. J'ai senti Karim se détendre à côté de moi. Un petit rire a secoué ses épaules. Était presque une insulte, une blague de mauvais goût de la part des forces de l'ordre. On s'attendait à mieux. Miskin, ils ont sorti la BAC du village ou quoi? A-t-il lâché en secouant la tête. Regarde-moi ça, un seul Schmitt, ça va être facile, on va même pas s'arrêter. Dans ma tête, le plan était déjà tracé, une routine bien huilée. Ralentir un peu pour donner le change, puis un violent coup de volant à droite pour emprunter la voie de service du péage, et enfin, remettre les gaz pour disparaître avant qu'il n'ait eu le temps de noter notre plaque. J'ai commencé à décélérer, passant de 220 à 120, puis 100. La RS6 ronronnait, prête à bondir. Je voyais la scène se préciser. Un gendarme, seul, debout à côté de sa Peugeot 5008 banalisée. Il nous faisait signe de la main avec une vieille lampe torche qui semblait à bout de souffle. Il avait l'air fatigué, le képi un peu de travers, le gilet pare-balles standard. L'archétype du fonctionnaire qui voulait juste finir sa nuit sans histoire. Le plan était simple, presque trop simple. On n'allait même pas s'amuser. On frôle le péage sur la voie d'urgence, on lui fait un doigt d'honneur au passage pour la forme et on disparaît dans la nuit. C'était une procédure standard pour nous, une démonstration de force pour leur rappeler qui commandait sur cette autoroute. On fonce, oublie-le, a confirmé Karim, comme s'il lisait dans mes pensées. Il a même commencé à chercher une nouvelle musique sur son téléphone. Nos scooters ouvreurs, deux T-Max qui nous précédèrent de quelques kilomètres, nous avaient prévenus par message crypté. Contrôle léger au péage, un seul véhicule. Était une information rassurante, une confirmation que la soirée se déroulerait sans accroc. Le piège, c'est qu'on pensait que le piège était pour eux, les forces de l'ordre. On allait les humilier une fois de plus, une histoire de plus à raconter en rigolant le lendemain à la cité. Pourtant, en m'approchant, un détail a commencé à me perturber. Un tout petit détail, mais il s'est planté dans mon cerveau comme une écharde. Le gendarme, sa posture. Il était trop calme. Il n'avait pas l'air stressé ou effrayé par notre arrivée. Il se tenait là, presque immobile, son regard fixé sur nous à travers le pare-brise. Ça n'était pas de la lassitude que je voyais dans ses yeux, mais autre chose, une sorte d'attente. Je me rapprochais maintenant à 80 km/h. La procédure dans nos têtes était claire, forcer le passage sans hésitation. Était la signature de la DZ Mafia. La Agra, elle, état pur. Mais quelque chose clochait. Je le sentais dans mes tripes. Le gendarme ne bougeait pas d'un centimètre. Il ne se préparait pas à nous éviter. Il ne reculait pas. Il nous fixait. Et son calme était anormal, presque glacial, comme celui d'un serpent avant de mordre sa proie. L'air dans la voiture est devenu lourd. La musique de SCH semblait soudainement inappropriée. J'ai senti une goutte de sueur couler le long de ma tempe. Karim, lui, n'avait rien remarqué.
L'arrogance est une drogue puissante qui vous rend sourd et aveugle. Il était encore dans son rôle de caïd intouchable, agacé par mon hésitation. Il ne comprenait pas pourquoi je ne réaccélérais pas pour en finir avec cette formalité humiliante pour lui. Qu'est-ce qu'il attend, ce Schmidt? Il veut un autographe? A-t-il grommelé à côté de moi. Accélère, Yanis, on va pas passer la nuit ici pour ce clown. Sa voix était pleine de mépris, mais moi je ne pouvais pas détacher mes yeux de cet homme. Son regard, ce n'était pas le regard d'un flic qui a peur, ni celui d'un fonctionnaire blasé. Était un regard de chasseur, un regard qui vous évalue, qui calcule, qui attend le moment parfait. Pour la toute première fois de ma vie de voyou, j'ai eu un doute, un vrai. J'ai senti la mort. Ce N n'était pas une pensée rationnelle. Était une certitude physique, un frisson qui a parcouru mon échine et a glacé mon sang. J'ai eu l'impression de voir notre propre fin dans ses pupilles. J'ai effleuré la pédale de frein, une fraction de seconde. Un réflexe de survie que mon cerveau, conditionné par des années de go fast, a immédiatement réprimé. Puis j'ai vu le détail qui a tout changé. Ce N n'était pas le gilet pare-balles standard de la gendarmerie. Il était plus épais, plus ajusté, un porte-plaque de combat. Et l'arme à sa ceinture, elle n'était pas le SIG Sauer Pro réglementaire. Était un Glock 17, modifié avec une lampe tactique. Des détails pour un expert, mais pour moi, était une alarme incendie qui hurlait dans ma tête. Ce type n'était pas un simple gendarme de la route. Mon cerveau a hurlé. Était un piège, un putain de piège. La sueur est devenue glaciale sur mon front. Chaque fibre de mon être me criait de piler, de faire demi-tour, de fuir. Mais on était déjà trop engagé, trop près. Karim, à côté, ne voyait que l'uniforme, pas l'homme dedans. Il voyait un obstacle. Moi, je voyais un prédateur. On avait merdé. On avait merdé dans les grandes largeurs. La Agra allait nous coûter la vie. Karim a senti mon hésitation. Énervement a pris le dessus. Il pensait que j'avais peur, que je perdais mes moyens face à un simple fonctionnaire. Pour lui, était une humiliation. Il devait reprendre le contrôle, montrer qui était le patron. C'est là qu'il a commis l'erreur fatale. Il s'est penché pour attraper la calache qui était posée à ses pieds, entre ses jambes. Le métal froid contrastant avec la chaleur étouffante de l'habitacle. « T'inquiète, je vais le faire bouger, moi, ce fils de pute », a-t-il soufflé, le visage déformé par la rage. Il a baissé la vitre passager dans un sifflement électrique et a sorti le canon de l'arme. Il ne voulait pas tirer, juste faire peur, juste pour le geste, pour la Agra. Mais il venait de donner le signal. Il venait d'ouvrir les portes de l'enfer, sans même le savoir. Était le prétexte qu'ils attendaient patiemment dans l'ombre. Dans le regard du gendarme, j'ai vu un changement infime. Pas de la peur, pas de la surprise. Une sorte de confirmation. Était le regard d'un joueur des échecs qui voit son adversaire faire exactement le mouvement qui le mène à l'échec et mat. À cet instant précis, j'ai compris que nous n'avions jamais été les chasseurs. Nous n'étions que du gibier qui venait de se jeter la tête la première dans le piège le mieux conçu du monde. Ce qui a suivi ne peut pas être décrit avec des mots normaux. Ce N n'était pas une fusillade. Était une exécution chirurgicale, une symphonie de violence maîtrisée. La réaction n'a pas été instantanée. Elle a été fulgurante, comme si le temps lui-même était accéléré pour eux et avait ralenti pour nous. Le gendarme ne s'est pas jeté au sol. Il n'a pas crié pour appeler des renforts. Il a simplement existé dans une autre dimension, une dimension où chaque mouvement était parfait et létal. Le gendarme a pivoté sur lui-même avec une fluidité militaire, inhumaine, son fusil d'assaut HK-416 déjà calé contre son épaule, avant même que j'aie pu comprendre ce qui se passait. Le bruit sec du sélecteur de tir a claqué dans le silence tendu. Ce N était plus un fonctionnaire fatigué. Seke était un prédateur déchaîné, un loup qui avait enfin laissé tomber son déguisement de mouton. Dans son regard, il n'y avait plus d'attente, juste la froideur d'une mission à accomplir. En une fraction de seconde, la nuit est devenue jour. Des projecteurs d'une puissance inouïe, cachés tout autour de nous sur les portiques du péage et dans des véhicules invisibles, se sont allumés simultanément, nous aveuglant complètement. Était face à un mur de lumière blanche, incapable de voir quoi que ce soit d'autre que des formes fantomatiques. La musique de SCH s'est éteinte, remplacée par un sifflement aigu dans mes oreilles, le son de notre monde qui s'effondrait. J'ai entendu 2 détonations sèches, précises, comme des coups de fouet. Ce n'était pas une rafale de panique. C'étaient des tirs ciblés.
Les 2 pneus avant de l'Audi ont explosé dans un bruit de caoutchouc déchiqueté. La voiture a fait une embardée violente. Le volant est devenu mou dans mes mains. J'ai perdu tout contrôle. Notre vaisseau de guerre de 600 chevaux n'était plus qu'un cercueil de métal glissant vers son destin, totalement à leur merci. Immédiatement après, une rafale a traversé le pare-brise. Pas une rafale de Kalash, sauvage et imprécise, mais 3 balles, parfaitement groupées. J'ai entendu un bruit sourd et humide à côté de moi. J'ai tourné la tête. Karim était affalé sur son siège, la tête basculée en arrière, un trou net au milieu du front. Il n'a pas eu le temps de crier, pas le temps de comprendre. Il était mort sur le coup. La Kalash lui a glissé des mains sur le tapis de sol. Le moteur a été touché lui aussi, perforé par d'autres tirs qui venaient de l'obscurité. Il a toussé une dernière fois, un râle mécanique, avant de se taire dans un nuage de fumée âcre. La voiture, devenue incontrôlable, a fini sa course en crissant contre la barrière de sécurité du péage. Le silence qui a suivi était assourdissant, seulement brisé par le sifflement dans mes oreilles et le bruit du métal qui se refroidissait. Le choc était total. Mon cerveau refusait d'analyser la situation. C'est là que je les ai vus. Des ombres noires, surgissant de nulle part, de chaque côté de l'autoroute. Ils n'ont pas couru. Ils se sont déplacés avec une efficacité terrifiante, comme des prédateurs en chasse. Équipés de la tête aux pieds, casque, lunettes de vision nocturne, armes pointées sur moi. Ils ne criaient pas d'ordre. C était le silence et l'efficacité pure. J'ai compris. Ce N n'était pas un contrôle de gendarmerie. C était une souricière. Et nous étions les rats. Une portière s'est ouverte violemment. Une main gantée m'a attrapé par le col de mon survêtement et m'a arraché de mon siège avec une force que je n'aurais jamais cru possible. J'ai été projeté sur le goudron chaud, le souffle coupé. De prédateur tout-puissant de l'autoroute, J était devenu une simple prise, une marionnette désarticulée entre les mains de vrais professionnels. La Agra avait changé de camp, et elle était absolue, totale, sans aucune pitié. Mon monde s'est effondré en moins de 10 secondes. 10 secondes pour passer de roi du monde à moins que rien. Le combat n'avait même pas eu lieu. C était une neutralisation, un terme clinique et froid. Karim était mort, le convoi était intercepté. Et moi, J étais plaqué au sol, une botte lourde appuyée sur ma nuque, le visage écrasé contre l'asphalte brûlant qui sentait l'huile et la poudre. L'humiliation était totale, physique, définitive et sans appel. Le silence est tombé, un silence lourd, épais, juste percé par le sifflement dans mes oreilles et le crépitement du métal de la RS6 qui refroidissait. Le combat, si on peut appeler ça un combat, avait duré moins de 10 secondes. J était plaqué au sol, le visage écrasé contre le goudron brûlant, l'odeur de poudre et d'huile me piquant les narines. J'entendais leur radio, des voix calmes, professionnelles. Cible 1 neutralisée, cible 2 appréhendée. J était la cible 2, un simple numéro. Puis, au loin, les sirènes, le vacarme familier de la BAC et de la police nationale qui débarquent en force, gyrophares balayant la scène dans un chaos de lumière bleue et rouge. Ils sont arrivés pour faire le spectacle, pour les caméras qui n'allaient pas tarder. Le contraste était saisissant. Les ombres noires, les vrais prédateurs, restaient silencieuses, maîtres de la situation, tandis que les keufs en uniforme s'agitaient, criaient des ordres inutiles. C'étaient 2 mondes. Et on venait de découvrir le vrai. On m'a relevé brutalement, les menottes se refermant sur mes poignets avec une violence qui m'a presque brisé les os. C'est là que je l'ai revu, le gendarme du barrage. Il avait retiré son casque. Un commissaire de la BAC s'est approché de lui, presque respectueusement. « Mon capitaine, belle opération. On prend le relais. » « Capitaine. » Le mot a résonné dans mon crâne. Ce N n'était pas un simple Schmitt. C était un officier du GIGN. On n'avait pas attaqué un flic. On avait déclaré la guerre au diable. Le procès a été une mascarade, une formalité pour elle État. La version officielle, celle de BFM TV, a été simple. Refus d'obtempérer aggravé, tentative de meurtre sur agent. Le mot GIGN n'a jamais été prononcé, classé secret défense. Mon avocat, commis d'office, n'avait aucune chance. Les preuves étaient là, la Kalash de Karim, la cargaison. J'ai pris 15 ans ferme, sans aucune remise de peine possible. 15 ans pour avoir cru que notre Agra était la plus forte du monde. Mais la vraie sentence, la plus dure, n'est pas venue du juge, elle est venue de la rue. Pour la DZ Mafia, un survivant,
C'est un Pookie, un mec qui a forcément balancé pour sauver sa peau. Mon nom est devenu une insulte dans les cités. J'ai tout perdu cette nuit-là, mon ami, ma liberté et le peu de respect que j'avais charbonné à gagner. J'y étais devenu un paria, un fantôme pour de vrai, hantant une cellule en attendant que le temps passe. Aujourd'hui, 10 ans après cette nuit de juillet, je te parle depuis le parloir des Baumettes. La lumière blafarde des néons donne à ma peau une couleur de cendre. Ça sent le désinfectant bon marché et le désespoir accumulé, une odeur qui te colle à la peau. La DZ Mafia m'a rayé de la carte. Pour eux, un survivant est un Pookie, un traître qui a forcément parlé pour alléger sa peine. J'ai tout perdu, Karim, ma liberté, et cet honneur de rue pour lequel on était prêt à mourir. J'ai pris 15 ans ferme, une peine incompressible. 15 ans pour une erreur de jugement qui a duré moins de 10 secondes. Et lui, le prédateur, le capitaine du GIGN, je suis sûr qu'il est toujours là, quelque part. Peut-être au Sahel, peut-être en train de former de nouvelles recrues à devenir des fantômes comme lui. Il est l'ombre que nous, les petits caïds arrogants, ne voyons jamais arriver. Il continue sa guerre silencieuse, tandis que je compte les jours qui me restent dans ce tombeau de béton. La leçon de tout ça, tu la veux. On se croyait des loups parce qu'on faisait peur aux moutons, aux petits dealers et aux keufs de la BAC. On pensait être au sommet de la chaîne alimentaire, les rois de la jungle d'asphalte. Mais cette nuit-là, on a croisé la route des vrais bergers, ceux qui protègent le troupeau en chassant les loups. On a appris à nos dépens qu'il y a une hiérarchie de la force et qu'au-dessus de la loi de la rue, il y a la loi de l'État. Mon visage, tu le vois maintenant. Ce n'est plus celui du jeune frimeur en survêtement PSG. Il est creusé par les regrets, par les nuits sans sommeil à revoir le pare-brise exploser. Je ne te demande pas ta pitié, juste que tu comprennes. La agra, l'arrogance, c'est un poison qui te fait croire que tu es intouchable, jusqu'au jour où tu tombes sur quelqu'un qui l'est vraiment. Et ce jour-là, la chute est finale. C était ça, notre erreur fatale.